zonage, par zone, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, alors on ne veut pas commencer, et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce truc-là, PPC-moi. Alors le PPC-moi, ce qu'il fait, lui, dans le fond, c'est qu'il permet de pouvoir regarder un projet dans une zone, et s'il y a des règles d'urbanisme auxquelles le projet ne colle pas, parce qu'il ne pourrait pas se faire, le PPC-moi permet de le faire tout de même, sans modifier les dites obligations de l'urbanisme du plan de zonage. Et le PPC-moi, aussi, avant de pouvoir présenter un projet dans une zone puis utiliser le PPC-moi, il faut qu'on ait identifié la zone. Ça a été fait, je n'ai plus les dates, ça doit faire un certain temps. Donc, il faut qu'on identifie la zone avec le projet. Ça, c'est la première étape. On ne peut pas dire, bon, moi, j'utilise le PPC-moi, et puis, je n'ai pas identifié la zone précédemment. Il y a une première étape, c'est ça. Adopter le PPC-moi comme outil d'urbanisme. Après ça, si on a un projet, on identifie la zone, on l'inclut dans la zone, et puis après ça, la procédure se continue un peu comme ce soir, on va faire. Donc, c'est ça, c'est un outil qui est, comme je vous dis, nous, en ce qu'on l'a découvert, ça fait peut-être un an et demi, et puis on l'a implanté. Et là, on a un projet particulier, justement, et au lieu de changer tous les zonages, on contribue aux zones, puis tout chambouler le zonage ou les règles de zonage qui existent, on préfère utiliser ça. Autre point important, PPC-moi, là, il y a un projet. C'est un projet de 20 logements. La zone ne le permet pas. Le PPC-moi permet de regarder le projet tout de même, mais on ne pourrait pas faire un deuxième projet de 20 logements. Il faudrait refaire le travail à nouveau. Exemple, mettons que le projet de 20 logements a lieu. Il y en a un qui dit, ah, bien, si on a fait un de 20 logements, bien, moi aussi, je débarque à la municipalité, je veux mon permis, je fais un 20 logements. Non, vous ne pouvez pas. Il va falloir que vous passiez par le PPC-moi. Donc, tout refaire, ça se traîne à toute cette mécanique-là qui est le PPC-moi, parce que vous allez voir plus tard, c'est pas évident. C'est pas le parcours du combattant, mais c'est le prix à payer pour pouvoir s'en prévaloir. Les promoteurs ont un gros travail à faire pour pouvoir passer à travers la paperasse et les critères qui sont déjà définis dans le règlement. Le règlement, est-ce qu'il est en ligne finalement? S'il n'est pas, il va l'être. Le règlement, il va être en ligne. Vous allez voir, c'est un règlement assez costaud, puis c'est pour les raisons que je viens de vous donner. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Ça va? Donc, le promoteur ne peut pas, demain matin, arriver ici et dire, moi, dans la zone, c'est R10, R110, il ne pourrait pas arriver ici et dire, moi, je fais un 20 logements. Le zonage ne le permet pas, vous ne pouvez pas le faire. La municipalité dirait, bien, soit on change le zonage au complet, puis ça impacte plusieurs zones, puis ça pose un problème parce qu'il y avait un équilibre. On dirait non. À ce moment, on va regarder avec le PPC-moi, et là, je me répète, là, mais juste que les gens comprennent bien que personne ne pourrait débarquer ici puis exiger un truc, avoir un permis. Il y a des procédures à suivre. On va changer de page. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers, on l'a mis quand même, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les lieux, l'endroit précis, alors vous avez le lot 5 510 390. Ça, c'est le terrain pour lequel le projet projeté, excusez la redondance, mais c'est le terrain qui est là. Donc, je voulais que les gens voient bien, là. Évidemment, ce n'est pas le bâtiment, ça, c'est le terrain. On va passer à la seconde. Terrain dans la zone R1-10. Alors là, vous avez la zone en vert. En fait, avec le projet, ce qui est proposé, c'est la zone qui est verte, et la zone R1-10 est plus grande que ça. Là. Mais vous, la descente, je n'ai pas de pointeur. Parce que les autres, c'est un peu mélangeant, pour vous, là. Mais la zone R1-10, c'est aussi ici. Ça descend jusqu'à la rue des Goélettes. Vous avez la rue des Goélettes, puis la rue des États. Pardon? Je peux prendre un micro. Ah, oui. Bon. En fait, vous avez les autres zones autour. Ah, ils fonctionnent? Ah oui. OK. C'est d'abord ça fonctionne. D'accord, juste pour ne pas se mélanger, là, vous avez la zone R1-10, elle descend jusqu'à la rue des Goélettes, donc quand vous prenez par la rue des Étangs, là. Mais les autres, ça c'est d'autres zones, c'est autre chose. Voyez-vous? Donc, et puis pour toutes sortes de raisons, je pense que je vais l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'on voit que, comment dirais-je, une extension, mais ce n'est pas le bon terme que je cherche, pas extension, mais une excroissance. C'est comme une excroissance, cette zone-là, parce qu'à une autre époque, il y avait eu un projet de garderie.
Et le conseil avait modifié la zone en question pour pouvoir permettre un projet de garderie. D'ailleurs, cette zone-là, actuellement, peut encore recevoir une garderie. Exemple, d'un matin, quelqu'un débarque, puis il dit, bon, ben, ou le promoteur, le propriétaire, pourrait dire, moi, je veux faire une garderie. Bien, s'il voudrait faire une garderie, il pourrait tout simplement arriver à la municipalité, s'il est propriétaire du terrain, bien sûr, demander un permis, et le permis lui serait, avec les plans, bien sûr, tous les critères nécessaires, le permis lui serait donné après avoir répondu à des critères. Pas besoin de PPC moi, pas besoin de changer la zone. Elle permet déjà une garderie, tout comme cette zone-là permet déjà de pouvoir construire de la maison unifamiliale. Duplex aussi, je pense. Duplex unifamilial. Donc, ça pourrait contenir jusqu'à plus ou moins 8 maisons, ce terrain-là. Et ça, le propriétaire du terrain, actuellement, pourrait aller à la municipalité demain matin puis demander des permis pour le faire. Et la municipalité ne pourrait pas. Parce que les élus ici ne pourraient pas s'en mêler parce que c'est administratif, puis ça existe déjà, c'est déjà possible. Voilà, je voulais apporter cette précision-là. Je ne respecte pas tout à fait mon plan de marche, mais vous me suivez toujours. C'est bon? On va passer, c'est marqué de la création familiale isolée. Donc, je précise ça parce que c'est important. Puis je comprends les gens, ils disent, ben là, il va y avoir des faux plans, il va y avoir un boisé, qui va disparaître. Mais en même temps, ce terrain-là, présentement, le zonage permet la construction unifamiliale, permet de mettre une garderie. Et on voudrait s'y opposer, qu'on ne pourrait pas. Parce que s'ils font une demande, ils peuvent le réaliser, tout comme si vous avez un terrain quelque part dans la municipalité qui est constructible, puis que le zonage permet de la construction, bien, si les règles s'appliquent à tout le monde, vous avez un terrain, vous pourriez venir chercher un permis, vous savez les plans et tout, vous répondez à ça, bien, l'administration, le service d'urbanisme, si tout va bien, vous met votre permis. Et pas besoin de passer par le conseil, ça existe déjà, c'est déjà là. OK. Bon, ici, bien, évidemment, c'est pour les gens là, qui aiment bien les chiffres, là, vous avez une superficie de terrain de 3 716 mètres carrés, grosso modo 38 000 pieds ou 40 000 pieds carrés. Et là, l'information que j'ai donnée apparaît d'ailleurs au tableau. Il pourrait y avoir plus ou moins 8 nouveaux lots pouvant accueillir des maisons unifamiliales. Ça, c'est possible demain matin. On va passer à l'autre. Taux d'horizon des usages à proximité. Bien, je pense que c'est important que... Vous savez, je parlais avec quelqu'un tantôt, puis je lui disais, souvent les gens, ils se posent des questions, « Ouais, mais il y a un règlement, pourquoi vous le changez? » Des règlements, c'est pas immuable. La société évolue, les choses évoluent, puis à un moment donné, les règlements, il faut les changer puis s'adapter. Un règlement, ça se change, ça peut changer, puis c'est normal, il faut s'adapter aux nouvelles situations qui peuvent arriver. Par contre, s'il n'y avait pas aucun règlement, bien, ce serait le chaos. Tout le monde ferait un peu n'importe quoi. C'est un peu l'obligation qu'on a, l'obligation et la responsabilité, où en tout cas, on est astreint comme individu lorsqu'on vit en collectivité à certaines règles qui sont les mêmes pour tous. Donc, c'est un peu ça qui est... Alors, peut-être, vous les voyez, ils vont prendre le micro là-bas. Ceux qui n'ont pas le... Alors, donc, vous voyez ça, la zone R1-10 et les zones contiguës, si on veut, donc la R2-39, habitation unifamiliale isolée, unifamiliale jumelée, habitation bifamiliale isolée, duplex, R5-1, habitation multifamiliale isolée, habitation trifamiliale jumelée, triplex jumelé, la R5-3, habitation multifamiliale isolée, maximum 7 logements, et le groupe commerce 1 et 2, usages commerciaux pour le C2-1 et le R2-16, habitation unifamiliale isolée ou jumelée, habitation familiale isolée. Des questions jusqu'à maintenant? Ça va? D'accord. On va passer à l'autre. Donc, l'adoption d'une résolution en 2024. Adoption du règlement 1071-82-2023 modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'autoriser les projets de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc l'acronyme PPC-MOA, dans les zones R1-10 et C2-4. Proposé par la conseillère Marie-Ève Mondard, appuyé Mme Lénoilette, que le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre règlement 1071-82. Je ne suis pas à la bonne place? C'est Hélène Clermont. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah! Ben oui, je m'excuse. Oui, je suis tout à fait Lucie, ça va? Peut-être que c'est une
On vérifiera le procès-verbal pour être sûr que le procès-verbal il dit la bonne chose. Que le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre règlement 1071-82-2023 modifiant le règlement du zonage 269-90 afin d'autoriser les projets de construction de modification d'occupation d'un immeuble des zones R110 et C24 tels que déposés dans ma demande de vote. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Ça, c'est une procédure qu'il faut suivre quand il y a un projet particulier. Le promoteur ou le citoyen vient nous voir. Il dit, moi, j'aurai un projet dans telle zone et idéalement, ça serait de passer par le PPC-moi. Donc, on va voter une résolution comme ça pour justement permettre. La zone C2, c'est à côté de l'épicerie en se dirigeant vers la Notre-Dame, il y a un terrain vague, là. Oui. M. Bertrand Bourgely fait ses oignons Tournaille, c'est ça? Vous savez c'est où, là? C'est ceux qui connaissent... bon, j'allais dire les vieux de la vieille, ils savent c'est où. Je parle pour moi. Et donc, ce terrain-là, il y a eu, justement, il était inclus dans C... Voilà, c'était la bonne zone. C2-4, c'est un projet particulier qui nous a été demandé de le regarder, puis en toute transparence. C'est possiblement un jour, en tout cas, s'il y avait un truc pour recycler les canettes, les bouteilles, les ci, les ça, donc il pourrait y avoir un module installé là pour justement... Là, vous allez à la Velleterie, il y a une place, je pense, anciennement, la crèmerie, là, où c'est possible de le faire. Et il y aurait possibilité de mettre un truc là si jamais ça s'avérait un jour. Donc voilà, ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt. On va passer à la suivante. Donc, zones dans lesquelles l'usage d'habitation multifamiliale isolée est autorisé et terrain disponible. Voyez-vous, il y a présentement 2 zones où le projet de 20 logements pourrait se faire. Il reste 2 zones. Il reste la C1, C3-1. La C3-1, c'est la rue des Étangs en façade. Vous avez, pas l'étang, mais le bassin de rétention. Le bassin de rétention, toute la façade jusqu'à la rue des Étangs, ça c'est commercial. Et ça serait possible de construire un 20 logements là. Est-ce que le promoteur et le propriétaire veut faire ça? Ça, c'est une autre histoire. Et il y a aussi la possibilité, ça c'est les programmes de la future pharmacie, R5-2. Il y aurait aussi cette possibilité-là à cet endroit-là. Actuellement, dans la municipalité, c'est à peu près les 2 seules places. Est-ce que ça pourrait être fait ailleurs? Actuellement, quand on regarde la rue des Étangs, le développement est trop avancé. La rue, anciennement parallèle à José, là, les Vallons, le projet comme tel est déjà dessiné, déjà approuvé, c'est déjà en marche. Ce serait pas mal plus compliqué. Mais bon, si ça prendrait des changements de zonage, puis ça prendrait des trucs comme ça. Les 2 endroits là, susceptibles là, qui existent sur tout le territoire, là, sont là. Bon. J'aurais une question. Bien sûr, vous allez approcher, s'il vous plaît. Hélène Robillard, c'est qui détermine les zones et qu'est-ce qu'on bâtit dans cette zone-là? Tantôt, tu parles de zones, tu dis qu'il reste juste 2 endroits qu'on pourrait bâtir. C'est qui détermine ça? Ça s'est fait au fil des années, des décennies. C'est un travail de longue haleine parce que le conseil actuel travaille avec des décisions qui ont été prises par le conseil avant. Puis là, on remonte jusqu'à... On remonte. On peut remonter lors de la création de la nouvelle municipalité. Là, on a réussi à jumeler certains règlements, là, les marier ensemble, là, parce que c'est bon. Après 25 ans, il était un peu temps. Ça s'est fait, entre autres, au niveau administratif. Il reste encore certaines... Mais ça remonte toujours, tu sais, ça a été fait... Quelqu'un qui détermine... C'est les conseils. Ça va être là, ça va être ci, ça va être ça. Bien, on a des élus, c'est les élus qui votent. Ultimement, la décision appartient aux élus. Ils vont voter. Ils vont être conseillés par des professionnels, comme les urbanistes. Des fois, on va faire appel à un expert extérieur, des fois non. Des fois, c'est les urbanistes de la boîte ici qui vont nous conseiller de le faire. Et ces règlements-là se bâtissent au fil des années. Comme là, tout ce que vous avez comme réglementation, bien là, ça remonte avant même le regroupement des 2 municipalités. Ça va? Puis ça, ces règlements-là, ils peuvent évoluer, ils peuvent changer. Évidemment, l'idée, c'est d'essayer de garder une harmonie et que tout ça puisse fonctionner. Ça va? C'est bon? Donc, on y va? Quel est le projet? Là, vous avez l'immeuble en question. Projeté. Ça, c'est le projet sur la table présentement. Mais je vais un petit peu faire la genèse, si vous voulez, de ça, c'est important. Le projet, ça fait au moins minimum 2 ans qu'on en parle, qu'il se travaille. D'ailleurs, il y a 1 an et demi, on avait tenu une séance, pas une séance qui était... La séance de ce soir, elle est formellement prescrite par la loi.
Cette séance-là, ici, ce soir, c'est parce qu'il y a une procédure qui fait en sorte qu'on doit la tenir dans la procédure. La séance qu'on a tenue au mois de mars, il y a 1 an et demi, c'était une séance d'information, consultation volontaire. Elle n'était pas prescrite par la loi. On a tenu cette séance-là, et lors de cette séance-là, il y avait pas mal de monde, pas mal, je dirais, le même nombre que ce soir. Pas les mêmes personnes, mais le même nombre. Et les gens ont émis des questions, ont posé des questions, ils ont proposé des trucs. Il y a des choses avec lesquelles ils n'étaient pas en accord, etc. On a pris des notes. Et le conseil a pris des notes. Et suite à ça, le projet a continué à cheminer. Juste vous dire, au début, c'était 3 étages, 36 logements. Là, on était à 2 étages, 20 logements. Et vous dire que la hauteur maximum que vous voyez là, sur ce projet-là, n'est pas plus haut que tout ce qui est autour. Il est même peut-être un peu plus bas. Sauf, évidemment, il y a des maisons, là, côté fleuve, là, sur le... Je suis posé côté fleuve. C'est quoi la rue, déjà? Des navigateurs. Oui, c'est ça. Donc, la rue des navigateurs, il y a 2, peut-être, petites maisons unifamiliales qui sont plus petites, bien évidemment. Sinon, 3, puis il y en a une qui est à 2 étages. Puis là, elle est plus haute, un petit peu. Bon, on n'ira pas mesurer, là, mais pour vous dire qu'au niveau de la hauteur, là, on est passé de 3 étages, 36, à 2 étages, 20 logements. Ce qui est présentement sur la table, puis en fait, vous dire aussi que le Conseil n'a pas retenu les propositions qui ont été émises avant, parce que ce n'est pas la première proposition, il y en a eu d'autres. Ça, c'est la dernière proposition qu'on a sur la table présentement. Cette proposition-là est passée au CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Et il y a eu, de la part du CCU, ça a été reçu comme favorable. C'est important, hein, c'est des citoyens qui siègent là-dessus, et ça a été considéré comme recevable, donc favorable plutôt, parce que c'est le Conseil ultimement qui prend la décision, donc c'était favorable. Donc on parle ici du 3,5, donc 12 logements, 4,5, 6 logements, 5,5, 2 logements. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là du projet? Ça va? Est-ce qu'on a des questions sur Facebook, M. Meul? Il y a une question jusqu'à maintenant, depuis le début, c'est de savoir la zone permettait quoi en 1,10. Ça a été répondu depuis. OK, c'était répondu depuis. C'est bon. Oui, il y avait quelqu'un qui... Oui, approchez, s'il vous plaît, puis vous nommez tout simplement. Si vous ne voulez pas être à la caméra, vous le dites. La caméra ne vous prendra pas. Si vous ne voulez pas être à la caméra, mais vous nommez, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le maire. Daniel Caisse, de l'ANORA, évidemment. Je voudrais savoir, j'en parlais avec d'autres individus, n'importe qui peut arriver avec un projet, mais c'est quoi le maximum disons, un immeuble qui peut avoir de logements? C'est-tu 20, 50, 75? Moi, j'arrive demain avec un projet à la municipalité, j'ai un bloc appartement de 50 logements. Y a-t-il un maximum à l'ANORA? Ben oui. Actuellement, c'est pas possible de construire un 20 logements, sauf aux 2 autres endroits que j'ai nommés tantôt. Le maximum, M. Maheu? Dans le règlement, savoir s'il y a des dispositions particulières à certaines zones pour avoir un maximum de logements. Mais chose certaine, probablement que quand vous arriveriez avec des dimensions comme ça, le zonage ne le permettrait pas. Donc, à ce moment-là, le Conseil aurait 2 choix. Soit il change le zonage, puis là, le risque, c'est d'avoir des impacts sur l'ensemble du territoire, ou en ce cas en grande partie, soit il fait un PPC-. Mais la beauté de la chose, c'est que moi, ce que j'aime bien du PPC-, c'est qu'on peut se parler ce soir, puis on peut vous présenter le projet. Puis ça fait 2 ans qu'il a changé, il a bougé. Alors, quelqu'un qui arriverait avec un projet comme ça, pas sûr que ça passerait à la rampe. En ce cas, de l'acceptabilité sociale, pas sûr. Donc, on risque pas de devenir un deuxième Lavaltrie dans les années prochaines, M. le maire. Bien, moi, je ne le souhaite pas. Maintenant, je ne sais pas, là, il va y avoir des élections, là. Alors, je poserai la question pendant la campagne électorale aux gens qui vont se présenter. C'est bon? Oui, en passant, et pendant que j'y pense, là, le 6 septembre, je passe une nouvelle d'intérêt public. Le 6 septembre, les gens qui nous écoutent, si vous voulez vous rendre au coin de Charles-Sevesse, il va y avoir une action citoyenne. Et j'espère que vous y serez en grand nombre. On veut que la route soit refaite entre l'extrémité du village Est et Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il faut mettre de la pression sur le gouvernement. Nous, les élus ici, on a voté des résolutions, on a
palabrer avec les différentes instances au niveau national et régional. On tourne en rond, c'est le cas de le dire. Alors maintenant, on vous demande d'être présent. Ça va passer par vous en grande partie pour réussir à mettre de la pression dans la classe politique en général au Québec. Voilà, petit message. C'est bon pour ça? J'avais une autre question. Oui. Est-ce encore un projet pour des logements à prix modique? On tourne la page? Ah, voilà. Oups. Ah, bien, c'est pas celle-là que je voulais avoir. Parce que pour répondre à la question, on peut peut-être passer à la page où on a l'indication des... Voilà. Prix des loyers. Bon. Les 3, et là, c'est une approximation, mais c'est pas mal juste comme approximation. OK? Ça peut varier de 10$, 15$, mais bon. Vous voyez, là, donc, abordable, vous avez SCHL, donc, ce serait 900. Médian SHQ, c'est 1000. Prix du marché neuf, ce serait 1100. Et là, vous avez le 5,5 et le 4,5. Les prix sont là, je vais les lire. Le 4,5 abordable SCHL 1200, médian SHQ 1300, prix du marché neuf 1500. Un 5,5 abordable SCHL 1350, médian SHQ 1500, prix du marché neuf 1700. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le promoteur, présentement, il devra signer une entente, une convention, si vous voulez, avec la SCHL. Pourquoi il fait ça? Bon, il pourrait y répondre ici, mais j'ai en partie la réponse. C'est que la SCHL lui garantit son prêt. Donc, lorsque la SCHL garantit un prêt, bien, les banques, évidemment, prêtent à un taux moins élevé de 1. Et bien, lui, ça lui permet d'avoir peut-être des liquidités plus grandes dans ses poches pour faire d'autres choses s'il veut faire d'autres choses. Mais par contre, il y a une contrepartie qu'il doit livrer. Il doit respecter, voyez-vous, comme la SHQ, c'est le prix médian. Le prix médian, bien, c'est vraiment là, le moins cher, le plus cher, on fait la moyenne. On enlève les écarts grands, puis on fait un prix médian. Puis là, voyez-vous, pour un 3,5, ce serait 1000 $. Abordable, 800. 900, pardon, etc. Donc, j'imagine que tu vas répondre à la question. On peut revenir à celle de là. Plan d'immeuble projeté avec l'ensemble du terrain aménagé. Alors là, vous avez le plan projeté avec l'ensemble du terrain aménagé. Ce que vous voyez, alors, ce que vous voyez ici, c'est une haie de cèdre. Elle est présente, elle existe, elle est là. Il y en aurait une autre à l'extrémité ici. Évidemment, les ronds que vous voyez, ce sont des arbres qui seraient plantés, donc avec tout l'aménagement. Ce plan-là, c'est un plan qui se doit d'être respecté. On s'entend, là, les ententes, quand le conseil municipal regarde avec le promoteur, puis tantôt je vais y revenir à ça, vous allez voir, c'est costaud. Il y a beaucoup d'éléments, de critères qui sont établis dès le départ. Et pour que le propriétaire puisse avoir, le promoteur puisse avoir son permis, il doit vraiment respecter toutes les ententes qui sont dans cette entente, excusez la redondance. Là. Alors, vous voyez, ce serait l'aménagement. Vous avez le stationnement, vous avez les cases pour handicapés. Parlant de cases, on peut peut-être en parler tout de suite. La rue des navigateurs est là-dedans. Elle est ici. Et Ça va? on va pas super. Non, mais c'est vrai, à faire, là, on a visualisé. Oui, c'est bon. Excusez-moi, oui. Effectivement. Donc, la rue des navigateurs est à gauche complètement, perpendiculaire, donc après la haie de cèdre. Et vous avez regardé le rond, c'est la rue François-la-Liberté, là, en bas à droite. Et puis après, c'est les bancs en plus. Exact. En bas, c'est là en bas. En bas, c'est là en bas, c'est là. Exact. Tout à fait. Il y a des questions qui ont été posées lors de la présentation il y a 1 an et demi. Une question entre autres, c'était sur le stationnement. Il faut dire qu'à l'époque, on n'était pas dans le même projet. On était rendu à 24, je pense, 2 étages, 24 logements à l'époque, dans le projet qui avait été présenté il y a 1 an et demi. Puis les cases de stationnement, il y avait des questions par rapport à ça. Là, on serait à 30 cases de stationnement. Il y a eu une gymnastique qui a été faite là, pour arriver à en mettre le plus possible. Et c'est à ça que le promoteur est arrivé en termes de cases. Quand on pense à des 3,5 en général, c'est une personne. 3,5, là. Moi, je me trompe. Là. Et puis, vous avez donc 12 3,5. Vous avez 4 4,5. Vous avez 2 5,5. On pense que 30 cases, ça devrait être correct. Est-ce qu'on pourrait en mettre plus, peut-être? Moi, je vous dirais, puis là, je à la blague, mais c'est vrai pareil, les enfants restent plus longtemps à la maison un petit peu. Puis des fois, on a des maisons unifamiliales et on a prévu 2 cases. Puis ils sont deux jeunes adultes avec les parents. Des fois, on se retrouve avec 3 puis 4 véhicules dans la cour. Tu sais. Ce type de logement-là, à mon avis, ça ne devrait pas occasionner de tels
En tout cas, je pense. Je peux me tromper. Voilà. En passant, bon, stationnement 30 places, vous avez conteneur à déchets, donc récupération semi-enfoui. Tu sais, au lieu de se retrouver avec 20 poubelles, là, ça serait des conteneurs à déchets semi-enfouis. Le camion ben arrive, il ramasse, il s'en va. On ne se retrouve pas avec un paquet de poubelles sur le bord du chemin là, à tous les jeudis, vendredis. Oui, on va dire ça. Monsieur Maheu, je pense que vous avez un Point. en haut, hein? C'est le point en bas. Oui. Tassez votre doigt un peu. Juste sur le. Tassez. Oui. Dans ce coin-là. Ils sont ici. Alors, il y a une taille, on essaie qu'il soit le moins visible possible. Ça va? C'est quoi la distance On va aller au micro et vous nommez s'il vous plaît. Les gens ne vous entendront pas. Ah, allez-y, madame. J'ai une question. Votre nom, s'il vous plaît? Daniel Jean. Enchanté. Chanté. Je vis sur la rue François-la-Liberté. J'aimerais savoir où est la sortie, où est-ce que les gens vont... moi, je vois pas, là. Okay. Je lis pas, là, fait que... Les gens vont sortir où pour arriver sur François-la-Liberté? Là, vous me corrigez si je me trompe. Si je ne me trompe pas, ça devrait être dans la cour ici. C'est plus bas. Juste bas? C'est en blanc. Ah, ici? Ah oui, d'accord. Oui, ça se trouve être ici, désolé. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé dernièrement sur la rue François-la-Liberté. Oui. Oui, c'est ça. Ça ne tourne pas rond comme ça, là. Hein, on va s'entendre, là. C'est assez carré à 90 degrés. Et il y a beaucoup d'enfants sur la rue. Oui. L'été. Ça joue beaucoup. Là, ça veut dire qu'à peu près une vingtaine de voitures et plus. Est-ce qu'il y a d'autres sorties ou c'est juste François-la-Liberté? C'est la seule sortie pour les véhicules, elle est ici. Bien, à mon avis, là, c'est parce que là, ce que j'ai retenu tantôt, ce que vous avez dit, c'est qu'on ne peut pas s'opposer au projet. Oh non, attendez un peu. Moi, j'ai dit ça. Bien, j'ai entendu que ce qu'on fait ici, ce non, attention. J'ai dit que si le promoteur, propriétaire du terrain, demain matin, il cogne à la porte, sans voir les urbanistes, moi, je veux un permis pour faire des maisons. C'est là. On ne peut rien faire. D'accord. Mais pour le PP, c'est pas la même chose. Je comprends. Moi, je ne m'oppose pas à la construction et développer la Lorraine pour nos enfants. Je n'ai pas envie de me chicaner là-dessus. Par contre, moi, ça fait 1 an que je vis ici. Alors, j'ai rien vu, rien entendu du projet d'il y a quelques années. OK. D'accord. Mais là, qu'il y ait juste une sortie, je ne comprends pas le principe. Il y a tellement d'enfants sur cette rue-là que quand ceux qui restent sur la rue doivent rouler à 10 km/h, même si c'est écrit 40, puis il y en a qui roulent plus vite que 40, puis c'est dangereux. Alors, s'il y a juste une sortie, là, ça veut dire que les gens, pour aller travailler à l'extérieur, vont se rendre sur le chemin de Joliette, évidemment. Et il y a la pharmacie en face, la pharmacie à 2 étages. Là, moi qui sors tous les matins pour aller travailler, je comprends pas le principe de ça. Là. Il devrait y avoir une autre sortie pour libérer un peu et faire moins de trafic. Là. Je comprends le point. Absolument. Si c'était possible, on pouvait le regarder, mais je pense que ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace. C'est ça qu'on a ici en fond. La rue est ici. Là. Après ça, on n'a pas d'endroit où aller. Mais regardez, moi je suis ouvert, on est ouvert à regarder plein de trucs, mais je ne veux pas vous non plus créer d'espoir. Peut-être, M. Maheu, considérez-vous que c'est possible? Bien, au niveau peut-être pas de la sortie pour ce terrain-là, mais au niveau d'une autre sortie pour le développement, il y a un autre bout de rue qui est projeté pour sortir sur le chemin de Joliette. Bien, ça en désengorgerait un peu parce que là, il faut calculer que sur la rue Basile-Goulet et François-la-Liberté, il y a du monde, là. Oui, Madame Jean, c'est ça? Oui. Bon, quand vous tournez, là, vous allez un peu plus loin, là, il y a déjà un autre qui est là, qui commence. Il va tomber sur le chemin Joliette. La municipalité est propriétaire. On pensait pouvoir lancer l'arpentage et le débroussaillage cette année. Ça va peut-être aller au printemps. Mais c'est prévu qu'on va permettre justement aux gens d'avoir accès au chemin Joliette à cet endroit-là. Donc, ils vont être par rapport à la pharmacie, ils vont être un peu décalés. Ils vont être un peu plus loin.
C'est avant? Ça va tomber pas mal vis-à-vis la rue à côté. Est-ce qu'on a Google Earth, monsieur? Il y a la garderie. Regardez, on a Google Earth, on va aller le voir, OK? On va prendre 2 secondes, on va mettre ça en place. Pendant ce temps-là, vous voulez voir? Il y avait un monsieur, peut-être qu'il y avait une question. Voulez-vous y aller pendant que M. Maheu nous emmène sur Google Earth? Monsieur Marion, je suis Alain Navigateur. Première question, est-ce que c'est le plan de la ville ou c'est le plan du contracteur? C'est bâti à même, j'ai l'impression, la matrice. Là. Maintenant, l'implantation comme telle, c'est sûr qu'il va prendre une implantation d'un arpenteur. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà? Ça l'est déjà. C'est déjà le plan à 100%. Donc, mais par contre, vous voyez, c'est sûr qu'en haut, si vous voyez les arbres, ça se trouve être le terrain d'un autre propriétaire d'intérêt. Donc, c'est le plan du contracteur, c'est pas la ville qui a fait ça. Absolument pas. Okay. Absolument. C'est quoi la distance entre le stationnement et la rue des navigateurs? On va vous donner le micro. Attendez. Ça va être une distance approximative que je vais vous donner, mais si on regardait dans le fond, comme du dos des containers jusqu'à la limite de terrain, là, moi je compte à peu près 16 pieds. Du moins, c'est... La profondeur de leur terrain est combien? Ça arrive des mètres. Rajouter 20 pieds. Attendez. Non. Attendez, monsieur. La rue des navigateurs jusqu'au stationnement. Non, mais ce que je veux dire, c'est derrière dans notre cours, nous, on a. Oui. La L7 qui est après, c'est 15 pieds de plus. C'est comme 2 pieds. Fait qu'il y a du 5, 40. OK, vous voulez savoir. C'est 17 pieds. Vous voulez savoir la distance? C'est ça, parce qu'un L7, c'est quasiment 3-4 pieds. Oui, c'est ça. Avant la limite, là. C'est ça. Ça va? Ça répond à votre question? Oui, exact. Merveilleux. Fantastique. Donc, Madame Jean, on va répondre à votre question plus précisément avec ça. On a eu la chance de mettre la main sur un bout de terrain qui permet justement une autre sortie sur la rue François-de-la-Liberté qui va tomber sur le chemin Joliette. On l'a présentement, M. Maheu? Oui, c'est le petit bout de rue qui est ici qui est projeté, éventuellement. OK, alors c'est des travaux qu'on a vus cet été qui se sont faits, là. Oui, pour la pharmacie, on a profité pour passer l'aqueduc. C'est ça, exact. C'est ce petit bout de rue-là. Et les travaux qu'on entend depuis plusieurs mois là, pour les gens qui restent sur François-la-Liberté. Les travaux de la pharmacie oui. et tout ça. Là. Oui. Vous n'avez pas vécu l'école, vous? Non, c'est correct. Les colonnes de pierre. J'imagine qu'il y en a d'autres qui se sont plaints aussi. Oui, les colonnes de pierre. Moi, je ne viens pas me plaindre. Je viens juste constater que au niveau de l'emplacement avec la rue François-la-Liberté, il y a un problème qui est positif, c'est qu'il y a des enfants qui jouent et puis qui ne sont pas sur le tablette puis qui sont dans la rue tout le temps. La rue leur appartient. Ça, on le sait. Là, nous autres, moi, je le vois. Là, s'il y a juste une sortie, ça va circuler de partout. Là. Il va y avoir du monde là. Là, il va en avoir deux. Là. Il va en avoir le double. Bien, il va avoir ce qu'on vient de vous montrer. Là. Ce qui va faire que les gens, souvent, quand ils sortent de là, ils s'en vont vers Joliette. Alors, ils ne se rendront pas jusqu'au coin du fameux projet. Là. Ils vont tourner avant pour aller sur ce chemin. Alors, ma question est, est-ce qu'on a l'intention d'élargir la rue François-la-Liberté? Moi, je ne l'ai pas envisagé. On ne l'a pas envisagé non plus. Parce que si il y a beaucoup de personnes qui se stationnent dans la rue, quand on veut rentrer chez nous, il faut se tasser parce qu'il y en a un autre qui arrive puis il y a du monde stationné dans la rue. C'est pas un espace double. Ouais. Et l'hiver, c'est pire. Puis quand il arrive au niveau du, je sais pas moi, le recyclage où on ramasse les poubelles, puis qu'on est dans la cour, il faut attendre parce qu'on ne peut pas dépasser le camion, il n'y a pas d'espace. Oui, je comprends. Donc là, il faut élargir. D'autant plus que le terrain sur le coin, il est libre. Oui. Et on sait que les humains n'aiment pas un espace vide, ça va être rempli. Donc, il va y avoir un autre logement, un autre job qui va... Je ne sais pas à qui appartient, puis je ne sais pas les projets. Là. Quand on va sur la matrice graphique de la MRC, on voit que c'est une compagnie à numéro. Et il y a d'autres terrains qui sont libres, là. Entre autres, comment ça s'appelle, Richelieu et Arnois. Il y a un grand terrain libre. Oui, je suis d'accord avec vous, oui.
un grand terrain libre, là, où on pourrait construire puis mettre des arbres, au lieu d'aller détruire des arbres. Et ma question aussi, c'est à combien d'arbres on va enlever et quelle nature qu'on va garder si la Noret est unique de nature. Oui, comprenez-vous? Absolument. Que la forêt qui est là, il y a des jeunes qui vivent là, il y a de la nature, il y a des animaux, il y a tout là. C'est juste qu'il faut garder un peu de nature aussi. Oui. Là. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je vais vous dire, je pense que, puis on est tous d'accord avec ce que vous dites. Moi, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Là. On veut garder le plus de nature possible. Moi, je vous dirais là, que d'abord, les terrains qui sont en bordure du chemin Joliette, entre la pharmacie et le Harnois, ça appartient au même propriétaire. Je ne pense pas me tromper, ou peut-être une autre compagnie, peu importe. Je pense qu'à l'époque, puis je pense que c'était bien de l'avoir fait comme ça, c'est zoné commercial. Il fallait cibler dans la municipalité les zones commerciales pour éviter justement de se retrouver où on n'est pas capable d'accueillir des commerces. Fait que c'est un peu, je pense, l'utilité future de ce terrain-là. Je peux me tromper, mais c'est plus cette utilité-là, je pense, qui est visée pour le futur. Tout comme la pharmacie, actuellement, où elle se trouve. Je sais qu'à l'époque, il y a eu des débats à savoir est-ce qu'on le fait unifamilial ou si on le fait commercial. Le conseil de l'époque a tranché pour faire commercial, puis ils ont bien fait. C'est une bonne décision qu'ils ont eue à l'époque. Tantôt, quelqu'un me demandait qui c'est qui fait le règlement de zonage. Voyez-vous, le conseil d'avant, il a pris cette décision-là, puis ça n'a pas été facile, je pense, à l'époque, mais c'était une bonne décision. Alors donc, probablement qu'entre la pharmacie et le Harnois, ça va être pour des terrains commerciaux et pas nécessairement pour du logement. Maintenant, puis je vais le dire à ce moment-ci, je pense que c'est important. Tout le monde s'entend, je n'ai pas emmené de statistiques, pas besoin de ça. Là. Tout le monde s'entend pour dire qu'il manque de logements au Québec, puis la Noret, on ne vit pas sur une île. La Noret aussi, on sait que les logements sont plutôt rares. Qu'est-ce que ça fait quand les logements sont rares? Bien, ça fait une hausse des prix. Puis souvent, ça fait aussi que des logements qui ne devraient pas être loués dans l'état dans lequel ils sont loués parce qu'ils sont insalubres, ils sont loués pareil. Et bon, moisissure et compagnie, je ne vise pas personne, mais c'est un fait, ce n'est pas unique à la Noret. Là. Donc, ça pose un problème à ce niveau-là. Et l'autre truc que je veux vous dire, c'est que les chiffres, et c'est les compagnies pharmaceutiques qui ont soulevé ce chiffre-là, les personnes de 75 ans et plus à la Noret, on est en bas de la moyenne à la Noret. On manque de logement, hein? Fait qu'on est en bas de la moyenne pour les personnes de 75 ans et plus. Pourquoi ils vont s'installer à la Valtrie, à Joliette, à Berthier? Moi, je peux vous nommer 20 personnes. Je peux vous faire une liste de 20 personnes minimum, puis en cherchant, on va en trouver plus que ça, qui ont déménagé parce qu'il n'y avait pas d'option. Il n'y avait aucune option. Ils ne pouvaient pas se trouver quelque chose à neuf. Puis ces gens-là, je pense à M. Bonin, je pense à une amie à moi qui est décédée, bon, il ne faut pas la nommer, là, M. Etu. Je pourrais vous nommer plein de gens qui viennent la fin de semaine ici sur la promenade, passer la journée. M. Brazo, il sait. Puis ces gens-là, ils s'ennuient de leur patelin. Moi, je pense, puis on va tous vieillir, hein? Puis on va tous peut-être vouloir rester ici. À un moment donné, il faut augmenter l'offre de logement pour permettre aux gens de pouvoir rester dans leur communauté, pas les déraciner. Là, vous pouvez aller voir les chiffres, mais c'est démontré que les gens qui sont déracinés, bien, l'espérance de vie est raccourcie d'autant, parce qu'ils sont déracinés. Bon, je vous dis ça, c'est un petit plaidoyer, puis moi, j'y crois. C'est un plaidoyer auquel je crois. Oui, monsieur. Arrêtez-moi, vous faites bien. Allez au micro. La dernière fois, quand on avait fait l'autre rencontre, oui. Vous avez dit que c'était pas sûr, c'était des gens de la Noret qui allaient avoir des logements. Exact. Ce que vous venez de dire, ça peut être qu'on va avoir 20 personnes de Saint-Thomas. Ah oui. Mais est-ce que ça a changé dans 2 ans? Mm-hmm. Arrête de soupirer à chaque fois qu'on dit quoi, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur. Là, nous, on veut savoir qu'est-ce qui a changé en 2 ans dans ce projet-là. Le nom? Oui. On nous a dit des choses de 2 ans, on nous a dit que le projet avait changé. Là, je vous ai dit ça ce soir. Oui. Exact. Là, nous, on pose des questions. Ça se peut qu'on ait des super bonnes réponses. Mais là, on veut une réponse. On pose une question. Parfait, posez-le. Je viens de la poser. C'est quoi la question? Est-ce que vous avez une garantie que ça va être 20 personnes? Non. La réponse, c'est non. C'est non. Sa réponse, c'est non. OK. Donc, ça n'a pas changé depuis 2 ans. Sur cette question-là. Ça va être des gens de la MRC d'Autrey qui vont venir. Ah, de Montréal, de Laval, d'Australie. Donc, le programme, c'est pas pour notre région plus qu'un autre. Absolument pas. OK. Absolument pas. Oui.
Allez-y, madame. Je voudrais intervenir juste pour vous dire que c'est pas permis par la loi de faire ça. Donc, ça ne sera jamais probablement permis. Donc, quelqu'un à la Valtrie ne peut pas interdire d'autres personnes de d'autres régions. Au même titre que la Noret, on ne peut pas faire ça. Exact. Donc, oui, on aimerait donc ça que nos aînés aient plus d'endroits. Je sais, j'ai pas de confirmation de comment ils vont procéder puis tout ça, mais la loi ne permet pas ça. Donc, une municipalité peut pas vous dire oui, ça va être du monde de la Noret, c'est impossible. Je vais. Ma question, c'est, on nous a dit la dernière fois qu'on voulait amener des gens, des personnes âgées de la Noret pour qu'ils puissent demeurer à moindre coût à la Noret. Bien, on le souhaite, on le souhaite. Oui. Mais ma question, c'était depuis 2 ans, est-ce que ça a changé? Est-ce Non. qu'on va avoir une garantie qu'on va avoir plus des gens de la Noret, un pourcentage ou zéro? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on bâtit rien, il n'y a aucune chance. Oui, ça. Bon, parfait. Juste vous dire, non, mais je comprends. On vous a donné la réponse. Vous avez raison, on va poser la question, puis on ne peut pas le faire, OK? Ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas commencer. Non. On ne peut pas. Mais je vais même vous donner un autre exemple. On a l'OMH ici. Les OMH, avant ça, chaque municipalité qui avait un bâtiment de l'OMH pouvait mettre des règles puis s'assurer d'avoir des gens du village qui vont aller finir leur vieux jour là. Les OMH ont été regroupés en un ORH. L'ORH, c'est l'Office régional d'habitation. C'est 12 bâtiments comme celui-là, des fois plus grands, OK, qui sont répartis dans 9 municipalités. Même l'ORH ne peut pas faire ce que vous demandez. Sauf que l'ORH, il y a une petite nuance, c'est qu'on peut exiger, et on le fait d'ailleurs, que ce soit des gens qui habitent dans la MRC de Dautrey depuis au moins 1 an. Et là, ils sont sur une liste d'attente, puis ils attendent qu'un logement se libère, mais il n'y en a pratiquement pas de logement. Mais ça se fait au niveau de l'ORH. De s'assurer que si la personne démontre que ça fait 1 an qu'elle habite dans la MRC de Dautrey, elle peut mettre son nom sur la liste pour éventuellement peut-être avoir un logement. Mais je ne sais pas si M. Laurando veut... Suggérer des personnes d'Audrey, même de la municipalité de la Noret. Voulez-vous aller au micro? Voulez-vous aller... Ben, monsieur, dis-moi, j'aimerais aller... Je m'excuse. Non, mais ça, c'est l'ORH. Mais ça, c'est l'ORH. Oui, mais il y a d'autres organismes régionaux qui descendent à la Noret qui peuvent aussi suggérer des noms. Ah, c'est ça, suggérer. C'est pas clair, là. Suggérer, puis avoir la possibilité de... Ah, ça, c'est sûr que lui fait une sélection. Ben, c'est lui qui fait la sélection, effectivement. Oui. Mais on essaie de répondre aux questions. Puis les différences avec l'ancien projet, il y a 1 an et demi, on n'a plus 24 logements, on en a 20, il y a plus de stationnement qu'il y en avait. Il y avait la question de la neige. La neige, le promoteur s'engage à la mettre à la garder chez eux. Madame Jean amène un bon point, on va le regarder. Mais je vous rappelle une chose à tout le monde, là. La circulation dans les rues, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, puis c'est pas nécessairement parce que les rues sont pas bien configurées. C'est parce qu'il y a des gens qui roulent un peu trop vite. Hein? Puis bon, ces gens-là qui se sentent ralentir, lever le pied un peu, puis un peu plus de civilité. Madame, à vous. Bonjour, Amélie Drainville, j'habite sur la rue François-la-Liberté. Vous m'excuserez mon retard, j'étais dans une autre réunion auparavant. J'espère que la question que je vais poser n'a pas été répondue. On va y répondre à nouveau. Comme ça, on va pouvoir valider si on dit la même chose 2 fois. Allez-y. C'est bon. Au pire, j'irai réécouter l'enregistrement. Mais ma question, en fait, c'est quand j'ai vu la pancarte sur la rue, là, j'ai lu un peu sur la consultation d'aujourd'hui, puis sur la résolution qui a été adoptée. Puis ça disait que ça va être des logements abordables, si je me trompe pas. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on entend par abordabilité, parce que ces temps-ci, je pense que c'est un peu galvaudé, l'abordabilité. Puis quand on disait qu'il y a une crise du logement, oui, c'est peut-être parce que effectivement, on manque de logement, mais il y a peut-être le fait aussi qu'il y a de la spéculation immobilière aussi. Puis ça, Airbnb. Les Airbnb, il y a plusieurs problématiques qui causent la crise du logement. Donc, je me demandais, en deuxième volet de ma question, donc le premier volet, abordabilité, c'est quoi le range de prix qui est suggéré? On va répondre à celle-là. Bougez pas. Monsieur Maheu, reculez, s'il vous plaît. Si vous voulez bien reculer à la diapo où on montre les prix. Voilà. Vous avez la réponse à votre question ici. Excellent. Bien, laissez-la, comme ça, je vais pouvoir la consulter pendant que quelqu'un d'autre prend sa question.
Ah oui, je voulais la prendre. Prendre une photo de celle-là, on va la laisser là, en attendant que vous preniez votre photo. Puis le deuxième point, c'était? Mon deuxième point, c'est, là, j'imagine que c'est ça, il y a un propriétaire qui a déjà son projet et qui souhaite construire, mais moi, ce que je me demandais, c'est que quand on veut prévenir la spéculation immobilière, quand on veut fournir des logements abordables, une des bonnes solutions, c'est de faire des projets d'économie sociale, parce que c'est des OBNL ou des coopératives qui réinvestissent leurs profits dans leur mission ou dans leur communauté. Donc, je me demandais si c'était une voie qui était envisagée pour le projet. Je vais laisser M. Laurando y répondre, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le promoteur? Oui, M. Laurando, allez vous nommer, s'il vous plaît, au micro. Et puis, Laurando, nommez-vous. Tu les as pas le nom de mon père, non, prénom. T'es cuirassière, mais c'est Richie Laurando, mon nom. OK. Donc, pour répondre à une question de spéculation, habituellement, quelqu'un qui construit des duplex, souvent, qu'est-ce qu'il va faire à l'âge de 5 ans, la 5e année, va augmenter parce que la loi le permet. Moi, je ne peux pas le faire ici. Vu que j'ai une convention de la SCHL. Donc, je ne peux pas m'en servir d'une spéculation. Par la suite, je m'engage pendant 20 ans à maintenir les prix de la SCHL. Pour la section qui est abordable et une autre section de SHQ. Après ça, c'est une ordre du monde avant en ce qui a trait du tunnel sur le site du logement. Donc, je ne peux pas jouer avec les augmentations. Donc, il faut que je respecte les augmentations normales que le TAL suggérait à chaque année. Et, M. Laurando, tout ça sera dans la convention avec la SCHL. SCHL, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça répond à la question, Madame? Oui, je voudrais juste savoir, SCHL, c'est la... Société canadienne d'hypothèque de logement. Société canadienne d'hypothèque de logement et la SHQ, c'est Société d'habitation du Québec. Donc, c'est deux entités, une fédérale puis une au Québec. Merci. Peut-être juste faire un complément sur la réponse pour dire je ne doute pas de votre bonne foi, M. Laurando, mais c'est un commentaire quand même que je pense qu'il peut être pris en compte pour le futur développement de notre communauté, parce que ce qui compte au fond, c'est que les gens soient bien ici et qu'on contrôle les prix des loyers pour que ça reste abordable vive à la Norée, je pense. On est bien d'accord avec vous. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade-ci? Allez-y, madame. Donc, Émilie, j'habite sur le navigateur aussi. J'avais deux questions dans le fond. On parle beaucoup, tu sais, pour aider les personnes un peu plus âgées à se reloger. Puis je suis pas contre l'idée du tout. Mais vu qu'il n'y a pas d'obligation, j'imagine que vous pourriez avoir, mettons, une famille de 5 qui s'inscrit. Pas de 5. Oui, ça dans un 5 000, oui. Fait qu'il n'y a pas, mettons, un niveau d'âge, là, c'est vraiment... Non. Ça peut être n'importe quel âge. Il y a un niveau de la densité du logement. Attendez, on va faire une chose. Oui. Parce qu'effectivement, la réponse est là. Moi, je ne l'ai pas. Je veux qu'ils viennent au micro à côté de vous. Et éloignez-vous l'un de l'autre. Posez votre question, puis il va répondre, parce que les gens qui nous suivent sur Facebook n'entendent pas bien ce que vous dites. Donc, reposez votre question, s'il vous plaît. Mais je voulais savoir au niveau de l'âge, si c'était vraiment plus considéré comme un certain âge avancé pour les aider, ou s'il fallait que ce soit n'importe qui. Ça peut être une famille, quelqu'un de célibataire de 30 ans, peu importe. Au début, on a dit qu'il allait y avoir 12 3,5, 6 4,5 et 2 5,5. Dans des 5,5, on ne peut pas loger plus que 5 personnes. Vu que la densification de logement, on ne peut pas stacker des enfants par-dessus l'autre et des adultes. Donc, ça évite certains problèmes que j'ai cru remarquer dans d'autres développements quand ils sont rendus 10 dans la même maison. Comment ça fait du monde? C'est pas vivable. Donc, il y a un niveau de normalité qui est obligatoire auprès de la SCHL en ce qui a trait de la densification du logement. Puis, mais est-ce que vous, dans le fond, vous le faites en vous engageant, que vous allez sélectionner? Tantôt, vous disiez, si vous avez 300 choix, est-ce que vous allez prendre plus des personnes plus âgées, si on veut, parce que c'est ça le but premier de ce que je comprends du... C'est sûr qu'un locataire, c'est un choix du propriétaire, parce qu'en tant que tel, il y a aussi une perte financière qui peut s'attribuer. Donc, on sélectionne quand même la candidature de n'importe qui. Oui, il y a des personnes âgées. S'il y a de la demande de personnes âgées, oui. Présentement, je ne sais pas si vous l'avez dit tantôt, le HLM, il doit fermer pour une certaine période. Donc, les gens vont avoir besoin d'accès à des logements directement. On parle dans une période très courte. Je ne serai pas plus construit. Mais ces personnes-là, ça ne veut pas dire que les rénovations vont être terminées. Quand c'est une bonne nouvelle, ça va être... Attendez, là, parce que là, l'annonce que vous faites là, j'étais pour la faire. Je m'excuse, je vais interrompre votre conversation. Oui, le HLM à côté, il y a un peu plus que 20 personnes qui habitent là. Il y a des rénovations majeures qui doivent être effectuées à l'intérieur. Présentement, il y a beaucoup de personnes qu'on a relocalisées. On essaie de les relocaliser le plus possible à la Norée. Il y en a d'autres qui sont relocalisés à Saint-Ignace de Loyola, à Berthier. Bon, on essaie de les relocaliser d'autres à la Valtrie.
parce que les rénovations vont commencer juste avant Noël, l'intérieur. Le terme anglais, je ne l'emploierai pas, là, mais ils vont tout défaire à l'intérieur. Il faut que ce soit fait. Ça fait plus de 30 ans que c'est là. Il faut que ce soit fait. Puis le gouvernement a octroyé la somme, a octroyé les sous, donc ça va se faire. Alors voilà, je tenais à préciser ça. Et je te consulte, j'avais compris H&M, mais quelqu'un d'autre me pose une question. Oui, bien c'est ça, c'est le H&M. Non, je voulais l'annoncer parce que c'est important, vous le dites là, puis je ne veux pas que les gens s'inquiètent. On s'occupe de notre monde, mais on s'occupe très bien. Ils ont tous mon cellulaire. On s'occupe d'eux autres pour s'assurer qu'ils vont être bien. Et puis, on espère que les travaux vont durer moins d'une année. C'est ce qu'on espère. Puis je pense que ça va être pas mal sur moins d'une année. Quand ils vont venir, là, ben, on fera une grosse fête. On les réaccueillir dans leur logement parce que leur logement, évidemment, ils le conservent. Allez-y. Puis, j'ai une autre question par rapport au plan. Je ne sais pas si on peut revenir au plan. Oui, bien sûr. Dans le fond, je vais te faire répéter, là, mais tantôt, tu disais de la headset au container, c'est 15 pieds. Mais le container est un petit peu plus loin dans le stationnement. Bon, mais mettons de la headset. Oui, la headset au début au stationnement, mettons, le début qui est plus collé chez nous, ça, c'est vraiment 15 pieds. Non, la headset n'est pas incomplue dans 15 pieds. Non, la headset au stationnement, 15 pieds, OK. Moi, tu sais, le container, ce qui me fait peur, moi, je travaille en extermination, là, fait que j'en tente pas de refaire des robes et plein d'affaires chez nous. Fait que je sais pas, tu sais, s'il y a une ouverture éventuellement, si ça se concrétise, qu'on regarde peut-être avec les 3 personnes qui habitent collées là. Je vais répéter mon expérience que j'ai présentement. Ça va faire 10 ans que je vis derrière l'épicerie, directement derrière le container. J'ai jamais eu aucune bestiole. On ne fait pas de traitement préventif. S'il y a rien à voir, oui, il y a des traitements, les gens le mettent n'importe où sur le terrain. Mais sur la même rue, il y a déjà des containers, puis personne n'en a parlé. Puis les gens ne se sont jamais plaints les autres containers qui sont sur la rue. Sauf quand il y a des grands vents. Sauf quand il y a des grands vents, mais parce que ça part au vent. Quelqu'un, les containers partent au vent. Pas les containers, mais les choses qui sont dedans. Si les containers partent au vent, c'est ton âge. C'est ce qu'il y a dedans, M. Laurando. On est dans enfoui. Les risques sont plus minimales. Donc, c'est vraiment pas juste, on lève ça, puis du jus qui tombe. Non, c'est un contenant bien scellé qui est fait pour éviter un déversement quelconque et une meilleure maniabilité, parce que si ce serait des poubelles et tout, il peut y avoir des rongeurs et surtout des ratons laveurs qui vont être lavés. Ça saute pas par un raton laveur. OK. Puis au niveau, là, il disait de replanter, on s'entend que les arbres plantés, mais c'est, dans le 15 pieds, il va falloir que je le regarde, mais il y a quand même des arbres matures qui vont rester. La majorité vont être enlevés parce qu'ils ne peuvent pas être conservés. Dans le rapport pas d'urbanisme, c'est juste un d'ingénieur forestier, il suggère la coupe complète car les arbres ont été habitués à leur environnement alentour. Donc, on ne les aide pas à conserver, ils mourraient trop rapidement. Donc, ce serait un risque pour les maisons adjacentes. Un arbre qui meurt parce qu'il n'y a pas son environnement complet, ça devient un danger. Donc, je suis obligé de le déraciner pareil au final. Mais on arrive avec des arbres matures, et pas des arbres matures, mais des arbres à caractère grande taille, pas trop grands parce que s'il arriverait des bris, mais des arbres assez hauts pour pouvoir couvrir par-dessus la headset la visibilité, ainsi que les autres multiplexes adjacents. Et s'il y a le développement qui pourrait s'en venir à l'avenir, il va apporter plus de trafic et tout. En arrière, j'ai couvert pour bien couvrir les fenêtres et éviter toutes des choses. Mais habituellement, les gens, quand ils déposent des plans, n'ont pas besoin de faire ça, de démontrer qu'on cache la vue, parce que quand on construit, même si on a une vue sur le voisin, on ne peut pas mettre des fenêtres au plafond, là, mais pour avoir de la lumière naturelle. Le plan a été conçu pour éviter, même le stationnement qu'on voit dans le bois, on voit que j'ai mis des arbustes pour couper l'effet de lumière quand les gens arrivent. Alors, la rue François-la-Liberté, pas que les locataires reçoivent de la lumière tout le temps à chaque fois que quelqu'un tournerait dans la rue. Et ensuite, j'ai rajouté des arbustes pour le stationnement, pour les lumières. Puis le mur qui est du côté du grand stationnement, il n'y a pratiquement aucune fenêtre à ce mur-là pour éviter la lumière, pour pas mettre des arbres sur le bâtiment quand même. Les racines peuvent... Puis ce qu'on voyait tantôt, la façade, c'est qu'est-ce qu'on voit en bas du plan. Mettons, ça, c'est la façade qu'on voyait sur la photo. Je ne sais pas si on mis la façade de côté. On voit l'entrée présentement. Je n'ai pas eu accès au PowerPoint. Concernant les arbres, dans les différentes obligations qui ont été déposées, les essences sont déjà inclus. Il va y avoir un choix d'essence d'arbres, mais c'est déjà décidé là, au niveau des essences. Il y a un choix. Donc, on a la liste des essences dans le plan de... On a ça quelque part? J'avais la liste à la fin du... Oui. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans le fond, il
ils auront l'obligation, si le projet va de l'avant, ils auront l'obligation de respecter, on ne peut pas planter n'importe quoi. Et adjacent au conteneur, c'est des arbres à flagrance CG. Absolument, il n'y a pas vraiment d'odeur, étant donné que le conteneur est vidé régulièrement. C'est pas comme des poubelles de sur 2 semaines. Moi, c'est un contrat qui passe à chaque semaine. OK. Pour avoir des accumulations. Merci. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Facebook avant? Madame Jean, on va demander Facebook, parce qu'on a des questions. C'est une question en référence à quelque chose qui est déjà dit plus tôt. C'est beau. Poser la question, où est la rue Charles-Solès? Oh, OK. Charles-Solès, c'est à l'est du village. Donc, le terrain de soccer, c'est la rue qui mène au terrain de soccer. Voilà, ça répond à la question. Excusez-moi. C'est Charles-Solès, c'est point 138 à l'est du village. Le 6 septembre, entre 9h et midi, il faut être là. OK. Après ça, il y avait est-il possible d'ouvrir la rue Pierre-Guignard? On l'a dit tantôt, ça va être ouvert. Il faut que ça soit ouvert. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir permettre une plus grande fluidité des véhicules. Ensuite de ça, j'avais à quand les logements pour le 3e âge. Ah, bien, ça pourrait en être. Mais là, il faut faire attention. Quand on parle de logement, là, la gamme est large. Hein? Il y a des gens en perte d'autonomie, il y a des gens qui sont autonomes. Il y a des gens, ça prend des loyers pour les familles, les personnes seules. Vous savez qu'au Québec, on est champion. On est champion en termes de personnes qui vivent seules. Au Canada, le Québec est champion en termes de personnes qui vivent seules. On a le plus haut pourcentage. Donc, ça prend. La gamme des logements, elle est grande. Là. Je ne l'ai pas en tête, là, mais elle est grande. Donc, l'idée, c'est justement de s'assurer qu'on va avoir une diversité de possibilités de loger les gens. Et là, présentement, disons qu'on est plutôt limité. Madame Jean. J'ai assisté hier au lancement du plan d'action, oui. Où dans les valeurs, on parlait de rêvons verts et rêvons grands. Oui. Où l'environnement, sous toutes ses formes, est au centre des préoccupations. Mm-hmm. Là, jamais je croirais qu'on va mettre à terre une forêt d'armature. Mature? Assez mature, là. C'est assez mature, ça, là. Par rapport à ce qu'on a à la Noret. Oui. Oui. Attendez. Madame Jean, demain matin, là, vous, là, vous êtes propriétaire. Oui. Puis, vous voulez construire une maison. Vous avez un terrain. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, ça tombe bien, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Alors, vous venez à la municipalité, vous cognez à la porte, le zonage le permet. Vous demandez un permis, vous déposez un plan, vous cochez les critères, c'est zoné unifamilial, vous avez le droit, et on vous émet votre permis. Ça va, jusque-là? Là, on a un autre propriétaire qui, lui, il a des arbres sur son terrain, puis il veut bâtir une maison. Il a les mêmes droits que vous, on ne peut pas l'empêcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien, il faut. Oui, mais je ne suis pas nounoune, je comprends très bien. Je veux dire, il faut quand même se garder un peu d'armature. Oui. C'est pas juste avec des headsets qu'on va soit. C'est toutes des arbres que vous voyez là. En haut, là, ça reste des armatures, là, en haut. Là, en haut, ça ne fait pas partie de la propriété du projet à ce moment. Ça, c'est parce que là, des headsets, c'est pas ça qui protège du vent pour le moment. Le temps que ça grandisse, que ça devienne mature, ça peut prendre du temps. Mais juste, je vous dire que dans les différentes obligations, on a mis l'obligation qu'il y ait 50 plus d'arbres parce que le PPCMA permet ça. Normalement, s'il n'y a pas de PPCMA, la personne a dit, bien, je suis obligé de planter tant d'arbres. La municipalité ne peut pas l'obliger à en planter plus. Mais là, on a un PPCMA, donc on a exigé qu'il y ait plus d'arbres de planter que qu'est-ce qui serait astreint, si on veut, s'il n'y avait pas de... Est-ce que c'est considéré comme un milieu humide? Non. Canard illimité, non? Bon. Il y a 10 mètres de sable. OK. Alors, mon autre question est, maintenant qu'on a parlé de l'élargissement de la route, la rue François-Laliberté, est-ce qu'avec toute la circulation qu'il va y avoir juste avec une sortie, est-ce qu'il va y avoir un feu de circulation au coin de François-Laliberté et Chemin-Joliette, en plus, en face, qu'il y a la pharmacie à 2 étages? Ça, ma chère dame, on peut le demander, puis on va le demander. On a un comité de sécurité publique qui va se pencher sur la situation. Là, présentement, M. Maheu, vous allez m'aider un petit peu parce que ma mémoire me fait des défaillances, il y a des failles par moment. On a un plan, présentement, on regarde un plan pour agencer et rendre plus sécuritaire. Parce que vous savez, François-Laliberté, présentement, il n'est pas connecté au noyau villageois.
Et là, on regarde, on a fait, je ne sais pas si les demandes sont parties au MTQ, si ce n'est pas le cas, ça va partir. On veut faire un passage actif, pour les déplacements actifs, un passage de François-la-Liberté qui va connecter l'autre bord du Vernois avec le trottoir qui est déjà là, pour connecter François-la-Liberté avec le noyau villageois. Parce que c'est pas le cas. Parce qu'il n'y a pas de trottoir, puis on exact. Bon, à l'époque, ils l'ont fait, puis bon, c'est un petit peu rigolo ce que je vais vous dire, là, mais ils ont fait ça, puis ils se sont dit, ça se bâtira pas. Finalement, ça s'est bâti très rapidement. Mais là, maintenant, il faut s'assurer qu'on permet aux gens de François-la-Liberté d'être en sécurité. Oui, de pouvoir traverser, se rendre jusqu'au village en sécurité. Et là, il y a une question de trottoir, il y a une question de lumière, mais je ne parle pas de lumière feu rouge, là, je parle d'éclairage. Quel autre élément, M. Maheu? Feu de circulation, moi, je demande. Oui, j'avais compris, je y arrive. Sentier multifonctionnel. Sentier multifonctionnel. Qu'est-ce que c'est, un sentier multifonctionnel? Vélo, trottinette, poussette. Patin roulette. Avec déplacement actif. Okay. Déplacement actif. Donc, ça, c'est dans les cartons. Mais là, on travaille pour avoir les autorisations du MTQ. Pour la lumière, rajoutez-les dans votre commande, dans votre liste, M. Maheu. On va le demander, mais vous savez, le MTQ... Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas attendre non plus d'avoir des accidents graves. Mais on l'a vu cette semaine avec le détournement d'autoroute 40 où on a essayé de sortir de la maison, puis c'était pour aller travailler, puis c'était pas facile, c'était pas évident. Exact. Alors, comme ça, je viens d'avoir aussi mon autre question qui était quelle sera la portion d'arbres sauvés dans le boisé, donc il n'y en aura pas. Hein? Il n'y a pas d'arbres sauvés. Bien, les haies sont préservées. Les autres arbres, quand vous déboisez, là, je ne suis pas expert, j'aurais aimé que la personne, parce que l'ingénieur... Parce que les SED, on n'en voit pas dans le rond de François-la-Liberté. L'ingénieur n'a pas pu se libérer, on aurait aimé ça qu'il soit là pour répondre à ces questions. Mais ce que je sais, c'est que quand vous laissez des arbres qui ne sont pas matures, seuls, au grand vent, souvent, ils vont tomber, ils vont casser. Parce que la forêt n'est pas développée à son plein potentiel. Non, on peut en laisser une gang. Ça va être dur. Là. Vous avez le stationnement, vous avez la bâtisse. C'est pas parce ils ont fait faire c'est ça, c'était exigé. Ils ont fait faire une étude par un ingénieur forestier. Le rapport, il l'a déposé, puis la conclusion, c'est qu'on ne peut pas garder grand-chose. Si on ne peut pas garder grand-chose, on est exigé du promoteur qui en plante. Ouais, en fait, c'est bien de bâtir des logements. Encore faut-il peut-être trouver des espaces, mais je ne me pas là-dessus. Savez-vous qu'à Repentigny... Oui, j'ai vu, vous avez publié quelque chose là-dessus. Oui. Bien, ça, j'y arrive. Oui. J'y arrive. Parce que là, je n'ai pas suivi la procédure, mais là, on va vous expliquer la procédure. On est en démocratie. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez que je donne juste un propos des arbres forestiers? Monsieur Maheu, sur une maison unifamiliale, l'obligation, c'est un arbre ou deux arbres? C'est en fonction de la superficie du terrain, du montage aussi également. Fait que donc, normalement, on peut dire normalement, c'est un ou deux? On peut supposer. OK. Donc, si, exemple, on regarde comment c'est boisé ici, advenant le cas où ils décideraient de mettre des maisons unifamiliales. Tout à l'heure, on a parlé de 8 maisons, donc c'est 16 arbres qu'il y aurait sur ce lot de terrain-là maximum. Tandis que là, il y en a beaucoup plus. C'est très bien, mais c'est sûr qu'avec la chaleur qu'on a vécue cet été, on parle aussi des îlots de chaleur. Exact. Voyez-vous? Alors, avec un stationnement d'une trentaine d'espaces, puis de l'asphalte à grandeur, ça augmente à peu près à 10 à 12 degrés la chaleur aux alentours. On est d'accord. Attendez, Madame Jean, torsez-vous juste un petit peu. Monsieur Larandeau va rester là. Restez là. Pour montrer l'effet de la chaleur stationnelle, la toiture va être entièrement en arbre pour s'annuler l'effet de chaleur. C'est bien. C'est un peu comme l'école. Vous avez vu l'école, le toit d'école? Il est complètement blanc. Pour justement éviter les îlots de chaleur. À Montréal, c'est pas mal ça la norme maintenant quand ils construisent neuf ou ils rénovent, ils mettent les toits blancs pour justement contrer les effets de chaleur. C'est bien d'avoir des explications comme ça avec le sourire puis les gens qui sont contents de leur projet. Alors, non, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, peu importe ce qu'on va dire. Non, là, j'arrive à ce que vous m'avez dit tantôt.
Oui, mais on peut s'opposer. C'est la transparence absolue. Vous voulez des réponses? Si on les a, on vous les donne. Si on les a pas, on va aller chercher, on va vous les donner. Là, on va vous expliquer la procédure. Parce qu'il y a une procédure dans le PPC Moi qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer et c'est la démocratie qui est interpellée. Alors, ce sera aux gens de décider ce qu'ils veulent faire. Monsieur Maheu. Procédure d'une demande d'autorisation PPC Moi. Donc, le point 1, c'est l'adoption du premier. Et là, je vais demander, je vais solliciter beaucoup M. Maheu. On a parlé aujourd'hui pas mal, mais il maîtrise pas mal mieux que moi la suite. C'est plus cohérent quand c'est M. Maheu. Mais juste vous dire que là, on a adopté le premier projet, OK, de résolution. Il y a un avis public annoncé à l'Assemblée publique de consultation. C'est ce que j'ai vu, entre autres, sur le panneau là-bas, là, et puis à l'Église, ici, puis sur Internet. Et Assemblée publique de consultation, c'est ce qu'on fait ici ce soir. Okay? Ça, c'est une procédure obligatoire. On ne peut pas escamoter quoi que ce soit. Il faut le faire dans l'ordre. Il y aura adoption du deuxième projet. Le deuxième projet peut être adopté tel que présenté ce soir ou modifié selon ce qu'on aura entendu et selon ce qu'on verra s'il peut y avoir des améliorations, tout étant perfectible en soi. Alors, ce n'est pas à rejeter du fait que ça pourrait être modifié selon les commentaires qu'on a eus, les idées qu'on a eues. Pour la suite, je laisse M. Maheu l'expliquer. Suivant l'adoption du second projet, il y aura publication d'un avis public. Avis public qui va annoncer la possibilité pour les personnes à l'île avortée de demander la tenue d'un registre. Ce que ça veut dire, c'est que suivant l'avis public, les personnes de la zone concernée ou des zones contiguës vont pouvoir présenter une demande de tenue de registre. Les gens vont avoir 8 jours pour faire cette demande de tenue de registre-là. La demande, elle doit être présentée par un minimum de 12 personnes ou la majorité des personnes d'une même zone. Fait que dépendamment de la zone où vous vous trouvez, si vous êtes 3 maisons et il y a 3 personnes, bien 2 personnes demandent un registre, il va y avoir un registre. Si c'est une zone où il y a 50 personnes, bien, ça prend 12 personnes dans la même zone qui présentent la demande, qui va avoir tenue de registre. C'est une personne par maison? C'est un calcul approximatif. Le chiffre exact, ça dépend de la zone. On va faire des calculs par rapport à ça. On vous arrivera avec les chiffres officiels parce qu'en plus, ça prend aussi... il faut faire une démarche pour obtenir la liste électorale pour s'assurer d'avoir la bonne réponse à l'obligation qu'on a. C'est des gens de 18 ans à voter. Oui, exact. Je vous dire aussi, puis ça, gênez-vous pas, hein? Je ne sais pas si vous savez, mais le directeur général d'une municipalité, il a l'obligation de répondre à vos questions. Si vous allez le voir, à moins que ce soit confidentiel selon la loi, etc. Mais puis en plus, si la question n'est pas claire, il doit, avec vous, tenter de l'éclaircir pour vous donner la bonne réponse. Alors, M. Maheu, donc, allez-y, continuez, M. Maheu. Bref, ce qui va se passer suite à l'adoption du second projet, il va y avoir l'avis public. L'avis public comme ça, l'avis public va détailler de façon claire et explicite vraiment la procédure, pour comment demander un registre, puis c'est quoi le registre aussi, avec le nombre de personnes, etc., qui est requis. Dans la mesure où il y aurait un nombre suffisant de personnes qui vont demander un registre, il va y avoir tenue de registre. Ça veut dire quoi, ça? Tenue de registre, ça veut dire que c'est une espèce de pétition officielle qui va se tenir à l'hôtel de ville, une journée donnée, en 2 heures qui vont être précisées. Puis s'il y a assez de signatures lors de ce registre-là, le conseil va avoir 2 choix. Soit de faire un référendum sur la question ou de retirer le projet qui est soumis à adoption pour le moment. S'il y a registre, il y a assez de signatures, le conseil n'a pas le choix d'aller, a le choix plutôt d'aller soit vers une option ou soit l'autre. On retire ou on fait un référendum. C'est 2 options. Voilà. Bon, monsieur, allô, micro, s'il vous plaît. Les gens qui nous suivent puissent nous entendre. On fait de l'exercice. Donc, le projet, c'est le projet qui est là, mais on ne peut pas le modifier. Oui, à ce soir, là, le temps qu'on n'a pas adopté le deuxième projet. Si ça va bien, en principe,
ça devrait être adopté si le Conseil est d'accord, le 2 septembre. Et là, le projet qu'on vous a présenté ce soir, il pourrait, suite à la rencontre qu'on obtenait, ça sert à ça, là, il pourrait y avoir des modifications à l'intérieur du deuxième projet. Oui, c'est ça. Le 2 septembre, on va déposer à ce moment-là le final du projet, modifié ou tel quel. Et à ce moment-là, il y aura possibilité pour les gens de demander un registre, etc. Voilà. Monsieur Maheu, c'était pas mal complet? Dans la mesure où il n'y aurait pas de registre, okay. Ou que le projet a été approuvé par les personnes habiles à voter parce qu'il n'y a pas eu assez de signatures, okay. Bien là, la procédure va se poursuivre. Il va y avoir, suite à ça, l'adoption d'une résolution finale. Suivant l'adoption de la résolution finale, il va y avoir délivrance d'un certificat de conformité par la MRC, puis ensuite de ça, un avis public pour annoncer comme quoi le projet entre en vigueur ou la résolution entre en vigueur. Permet donc au projet de se déployer. En vous nommant, s'il vous plaît. S'il y a référendum... En vous nommant, s'il vous plaît. Amélie Drainville. S'il y a référendum, est-ce que c'est l'ensemble de la municipalité, des électrices et électeurs de la Noret qui vont voter ou seulement les zones qui sont affectées par le projet? C'est la zone où va se trouver le projet ainsi que les zones qui sont contiguës. Fait qu'on va prendre le plan de zonage, on va regarder la zone, dans ce cas-ci c'est R110, puis on va regarder aussi toutes les zones qui vont toucher la zone R110. Fait que c'est les personnes habiles à voter la zone R110 et les zones qui sont contiguës à R110. Parfait. Donc, quelqu'un qui habite sur la rue Sainte-Marie ne serait pas concerné, par exemple, par le... Non, ça c'est sûr. Parfait. Exact. Merci. C'est bon, ben, c'est une bonne question, vous avez bien fait de la poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, madame. Vous nommez-vous, s'il vous plaît. Émilie, je veux savoir si le projet se rend à la fin de ça, c'est pour quand le début des travaux, est-ce qu'on le sait? Ben, normalement, si le permis est émis, normalement, il y a un an, mais il arrive des fois que les gens n'y arrivent pas dans un an, puis il y a une extension qui peut être octroyée. Mais là, en fait, il y a un an à partir de l'année court à partir qu'il a son permis. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourrait faire la demande, c'est ça. J'imagine, en tout cas, je sais pas, l'hiver, c'est peut-être pas propice à ça. L'hiver, on n'est pas pressé qu'il arrive. Est-ce que je ne peux pas vraiment répondre à la question. Puis je ne suis même pas sûr que le promoteur pourrait y répondre, parce que là, les démarches, on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Puis après ça, il faut qu'il vérifie pour ses matériaux, ses trucs, etc., les professionnels. Je ne suis pas sûr que lui-même pourrait y répondre, mais j'imagine qu'il veut faire ça dans l'année qui s'en vient, 2026. Il peut commencer avant s'il y a le permis avant, bien sûr. Sur Facebook, M. Maheu, est-ce qu'on a des trucs? Non? C'est bon? Combien est-ce qu'on a de personnes sur Facebook, Kevin? Combien de personnes sur Facebook? 54 personnes. Alors, bravo, bienvenue. Wow. Allez-y. Oui? Bravo la démocratie. Exact. Merci, c'est gentil. Peut-être juste un commentaire pour dire comme je sens quand même certains niveaux de tension dans la salle, puis j'en ai déjà vu des pires, mais je trouve que c'est un exercice démocratique important. Je comprends que les gens soient là pour poser des questions. Absolument. Je pense que ça peut se faire dans le respect. Je voudrais ajouter, puisque vous dites que le projet peut être modifié suite à nos commentaires ce soir, en fait, que je ne savais pas trop c'était quoi la procédure, comment ça fonctionnait, mais moi, je suggère que le promoteur crée son organisme d'économie sociale pour que, en fait, rendu là, c'est au conseil de décider, parce que c'est le conseil qui octroie le permis. Il peut obliger le promoteur à faire ainsi. Non, il ne peut pas. Non. Ah, quel dommage. Mais en tout cas, mais je comprends que vous êtes une fervente adepte de l'économie sociale, puis c'est bien. Vous savez, l'économie sociale, dans le fond, c'est une économie qui est parallèle à l'économie privée. Et qu'on espère qu'elle ne soit plus parallèle un jour, exact. mais qu'il n'y ait que de l'économie sociale partout. Oui. En tout cas. C'est une belle alternative, effectivement. Oui, et la seule pour le futur, je crois. Mon deuxième point serait concernant le stationnement. Je trouve que c'est une bonne idée que le toit soit blanc, mais il y a des nouvelles alternatives qui existent en termes de stationnement. Des fois, d'avoir du pavé qui... Attendez, là, le toit, ça va, là, vous me parlez du stationnement. Du stationnement, c'est okay, ça, qui habituellement qui est pavé noir d'asphalte. Il y a des nouvelles alternatives qui existent, plus écologiques, qui permettent d'avoir un peu plus d'infiltration d'eau avec des plantes mêlées à du pavé. Je pense qu'il y a des alternatives à observer de ce point de vue-là, tant pour ce projet-là que pour d'autres projets futurs dans la Monsieur Laurando veut peut-être ajouter quelque chose? Moi, c'est pour les organismes. Au départ, quand j'ai lancé le projet, il y avait 3 autres projets. Je suis seul et dans le de route qui continue. Donc, les OSBL, ils s'essayent, mais ils ne sont pas toujours capables de monter un projet aussi loin. Il y a du financement du public qui vient appuyer fortement
un projet. Mais quand on arrive dans une zone rurale comme la Néret, on est souvent les derniers à recevoir les subventions pour ce type de projet-là. Oui, puis ce qui plombe souvent aussi les OSBL, les organismes, donc l'économie sociale, souvent c'est le terrain. D'abord, ils sont rares et ils sont chers. Dans ce cas-ci, je pense qu'il est déjà propriétaire. Bon. Puis en plus, en passant avec la SCHL, ça lui permet de plus grande latitude, c'est ce que je comprends. Et ça l'oblige, avec l'entente qu'il devra signer, la convention, ça l'oblige avec les prix qu'on a vus tantôt, qui peuvent varier un peu, mais c'est pas mal dans ces fourchettes-là. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je n'ai pas, on est là pour ça. Moi, je ne suis pas pressé. Monsieur, vous avez une question? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire que les 3,5 pour ainsi augmenter les chances que ce soit davantage des personnes âgées qui y ont accès? Moi, je ne peux pas vraiment répondre, mais je peux vous dire une chose, c'est que d'avoir une diversité, ça peut aider aussi. Une jeune famille peut s'installer. Si les 3,5, à ce moment-là, ça devient un endroit où les jeunes familles, ça va être difficile de s'installer dans un 3,5 s'ils sont 4 ou 5. Là. Alors, mais ça, c'est le promoteur qui a présenté ce projet-là de cette façon-là. Maintenant, il y a une procédure, hein, si jamais, en cours de route, ils voulaient changer des trucs. C'est toute une mécanique aussi, là. Mais puis c'est pas nécessairement que le conseil serait d'accord qu'il y ait des changements. Mais pour le moment, ce qui est présenté, c'est ça. Je comprends l'idée, mais je pense qu'il a voulu diversifier justement pour... peut-être que vous pouvez y répondre à ma place beaucoup mieux, hein, monsieur. La mixité, c'est pas mal la réponse. Comment vous dites? La mixité. La mixité, oui. C'est plus une question de mixité. OK, exact. Madame Jean? Un commentaire. Je sais que les chauffeurs d'autobus scolaires ont de la difficulté sur François-la-Liberté et l'autre rue. Donc, si en plus il y a à prendre beaucoup d'enfants dans le secteur, il faudrait vraiment qu'il y ait une autre sortie alternative pour sortir de François-la-Liberté. Guinard? C'est ça. Cette rue-là, elle est prévue, oui. OK. On a les terrains, toute la critique est passée. Il reste à arpenter, défricher. On est en conception actuellement. On est en conception actuellement. Ça roule, là. Ça roule plus qu'à 70. Là. Moi, madame, là, je vais vous dire une chose. On a un problème de société grave. Ah, mais ça, je le sais. Ah, c'est ça. On a un comité de sécurité routière. Il y a 10 ou 11, ils sont 7, mais au départ, il y était 10 ou 11 bénévoles. Il y a un comité de sécurité routière. Il y a 7 citoyens qui siègent là-dessus. Ils travaillent constamment. On travaille en collaboration avec la SQ, avec les services d'urgence, avec les compagnies de transport. On essaie... Ben, je vais vous inviter une nuit chez nous. Ah, parce que, pas juste vous, là, mais je veux dire... Parce que sur la Liberté, parallèle au chemin de Joliette, on entend tous les moteurs qui existent dans la ville. Là, en passant, ils vont reculer le 50. Là. Ils vont reculer le 50. Ils vont le mettre plus loin un peu. Je pense qu'ils devraient se rendre possiblement à l'autre bord de la garderie. À 50? Oui. OK. Ça va changer. Ça serait bien avec la garderie, oui. Oui, puis vous savez que dans les priorités qu'on se donne, moi, je suis président du comité de sécurité publique à la MRC, et avec la SQ, on travaille avec la SQ. Et une des priorités qu'on s'est données, il y a 3 priorités. La première de toutes, c'est devant les écoles. Là, l'école va recommencer, là. Puis les policiers vont être très présents. Ah, c'est bien, on les a pas vus de l'été. Autant sur le chemin Joliette, puis à l'école surtout, c'est une priorité absolue pour nos jeunes. Et le secteur de la pharmacie, qu'est-ce qu'il y a comme développement autour? On voit qu'il y a comme un carré qui est comme en train de se creuser. Ah, ben là, c'est le stationnement. Ah, ça, c'est le stationnement. Si on parle du même carré, oui. Y a-t-il des maisons qui devraient être l'autre bord? Ben oui, c'est le promoteur qui appartient au terrain. C'est lui qui, selon les règles qui sont en vigueur présentement dans cette zone-là, peut cogner à la porte et construire. Je sais bien que j'arrive de la Gaspésie, là, fait que pour moi, la circulation est autrement différente. Oui. Mais je trouve que pour une municipalité de 5000 habitants, 5400. 5400. Bravo. J'ai un courriel qui vient de rentrer. Il y a une naissance à Joliette, on est 5401. Je trouve que c'est un secteur, oui, c'est bien de se développer. J'ai rien contre ça, absolument pas. Okay. Mais il faut le faire dans le respect de la nature, dans l'acceptabilité sociale aussi. Ça, c'est très important parce que c'est le début de la démocratie. Voilà. Ben, c'est le but de la soirée. Moi, je veux vous remercier pour vraiment la façon dont vous êtes comporté. Vous êtes comporté de façon exemplaire. Et c'est bien, on a un tout petit ici là, qui vous écoute. Là. Lui, le jeune homme, c'est quoi ton nom? Gabriel. Alors, Gabriel, comment tu trouves ça? Ça va bien? Ils font bien ça, les grands? Parfait. Alors, donnons l'exemple à ce jeune homme. Allez-y, monsieur. Benoît, pour le vote,
s'il y a un registre, si les gens sont locataires, soit la liberté, ils ont le même droit de vote, ou c'est le propriétaire de l'immeuble qui a le droit de vote? Personne n'a ville à voter. Ça veut dire que même si c'est un locataire, il réside là, il va avoir les droits. Donc, c'est pas le propriétaire de l'immeuble qui vote. C'est le locataire qui va voter. Le propriétaire de l'immeuble aussi. Oui, s'il est inscrit C'est ça. comme personne. Parce qu'en temps d'élection, le propriétaire de l'immeuble peut aussi voter. C'est bon? Madame, au micro, s'il vous plaît. Alors, vous nommez. Irène Robillard, il faut que le propriétaire demeure dans ce coin-là. S'il ne demeure pas là, C'est une bonne question, hein? ben, il me semble qu'il faut qu'il soit là. En tout cas, c'est sûr que si on va jusque-là, on va s'assurer que... Il y a moyen de s'inscrire, mais il ne peut pas être inscrit dans 2 zones différentes. Il va s'inscrire Une seule place. Ça, oui, quand même. Ben oui, parce que Ça, il va voter 2 fois. On va 10 fois. Donc, sur Facebook, ça va? Quelqu'un posait la question par rapport à l'identité du promoteur. Il voulait connaître le promoteur. Est-ce que le promoteur veut qu'on le nomme? Est-ce qu'on peut le nommer? Alors, je pense que c'est... D'ailleurs, je ne sais pas, parce que c'est une entreprise. Il peut y avoir plusieurs propriétaires d'entreprise. Si je dis juste un nom, est-ce que 2 noms, est-ce que 3 noms? Est-ce que vous voulez que je le fasse ou pas? La famille Laurando. La famille Laurando, voilà. Voilà, donc c'est la famille Laurando qui possède l'épicerie, c'est ça, voilà. C'est bon? C'est un secret de polichinelle, comme on dit. Hey, encore une fois, merci beaucoup et bonne fin de soirée, tout le monde. Bye-bye.